regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de santé mentale en milieu de travail et de bien plus encore avec Dania Versailles. On va aussi discuter avec José Brittany Mallet du Musée des Beaux-Arts de l'exposition internationale sur l'art indigène contemporain. On va célébrer, on va vous serez invité plutôt à célébrer le 15e anniversaire du théâtre Aroba. Et là, arrobas, directement, je dis le S, ok, d'accord, avec moi, la metteur en scène de cette activité, de cet événement, parce que c'est un gros truc qui s'en vient. Oui, c'est un gros truc. On en parlait tantôt, j'étais comme, ok, c'est un gros truc qui s'en vient. Oui. Pour essayer de remettre un peu les gens dans le contexte de qu'est-ce que c'est que cette groupe théâtrale-là. D'accord. Parce que c'est un groupe théâtral pour des retraités. Oui, tout à fait. Disons retraités, jeunes de cœur, éternellement jeunes de cœur. Ça va surprendre beaucoup, oui. En fait, Arrobas est le corps théâtral de l'Association des retraités de l'Outaouais. L'Association des retraités de l'Outaouais est un organisme qui est basé à Gatineau, qui rejoint les retraités de l'Outaouais, d'accord. Et Arro fête ses 30 ans cette année. Donc, à mi-chemin, un groupe de retraités éternellement jeunes de cœur, avec férus de théâtre et aussi membres de la communauté théâtrale de la région, dont Monsieur Roger Labelle, ont décidé de monter une troupe de théâtre. Alors, il y a des gens qui voulaient vraiment, qui voulaient faire quelque chose de constructif. Qui reste super actif, même toujours. Ouais. Oh mon Dieu, oui. Alors, quand on dit maintenant retraité, on ne sait plus, est-ce que c'est 50 ans? Est-ce que c'est 55? Est-ce que c'est 60 ans? Ça commence à devenir de plus en plus jeune, de toute façon, quand on parle de retraité. Je pense que oui. Je pense qu'on va être né retraité à un moment donné. Ça se peut. Oui, non, en tous les cas. Mais je pense que l'âge de la retraite, je ne sais pas, c'est entre 55 et 60 ans. Mais disons que la moyenne d'âge est à peu près environ 60, 65 ans. Ça va même un peu plus haut que ça. Et on puis, voit des gens déjà à l'image, là, par l'image en haut. Est-ce que c'est des personnes, oui, ici, qu'on voit à l'image en haut? Oui. Est-ce que c'est... Ben oui, ok. C'est une infime partie des personnes. Il y a un seul qui n'est pas retraité, c'est Simon. Celui en arrière, c'est clair. Exactement. C'est notre groupe d'acteurs. Et il y a Roger Labelle. Qui se trouve au milieu? Non, Roger Labelle, il a les lunettes noires. OK. À la droite de Simon. C'est lui le fondateur de ce oui, truc. Roger Labelle est le fondateur, avec aussi Jean-Pierre Thouin, qui ne figure pas en ce moment sur la photo. Mais tout le reste, ils sont pas tous membres de c'est-à-dire les membres fondateurs, parce que pour cette production, il y a eu des nouveaux membres qui se sont ajoutés à Arrobas. Ils sont nouvellement admis à la compagnie Arrobas. Ça fait 15 ans que vous existez. Est-ce que vous pouvez estimer un peu le nombre de pièces que vous avez présentées? Oh mon Dieu, ça doit friser les centaines, probablement. En fait, c'était pas vraiment des pièces, parce que Monsieur Roger Labelle, et puis j'abondais dans son sens, pour avoir aussi travaillé avec des enfants, je sais que souvent de monter des extraits, on mise sur ce qu'il y a de meilleur dans l'acteur, parce que c'est pas lourd. Et tout le monde tout le monde a son point de gloire durant la production, parce qu'il réapparaît à plusieurs reprises et tout. Quand ce sont de longues pièces, une pièce entière, il y a 1, 2, 3 personnages qui vraiment ont le grand bout du bâton, mais le restant, ce sont des figurants souvent et tout ça. Tandis que des extraits, c'est très bon. Alors, Monsieur Roger Labelle, c'est comme ça qu'il avait fonctionné pendant longtemps. L'année dernière, ou il y a quelques années, on a commencé à introduire des pièces. Mais cette année, pour célébrer les 15 ans d'Arrobas, on a décidé de retourner aux sources. Aux sources. On m'a soumis des textes, des impondérables qu'il fallait que je prenne. Alors,
Alors, en bonne étudiante, je les ai pris, mais je me suis amusée à tricoter tout ça. J'ai eu des monologues, et puis c'était l'idée de trouver un fil conducteur. Et comme parmi ces monologues, il y a le célèbre monologue de Fridolin, de Gracia Angelina. Alors, Fridolin, qui fête ses 15 ans, en fait, c'est la fête de Fridolin, l'anniversaire de Fridolin, un anniversaire qui n'est jamais fêté, mais il y a des surprises, Alors donc, c'est Fridolin qui devient notre fil conducteur et qui est une sorte de maître de cérémonie du spectacle. D'accord. Alors, il vient, il sort, oui, c'est ça. Je vous garde avec moi. Et puis, dès maintenant, moi, je vais inviter le monde à visiter le www.academieretraité.ca pour prendre vos tickets parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient et de très gros. On en parle encore après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. À notre prochaine émission de Passeport 1225, nous recevrons l'éditeur Bernard Villot. Il nous parlera du journal de bord pour l'exploration chamanique. Par la suite, nous vous présenterons des reportages des étudiants en journalisme du collège La Cité. Charles Fontaine nous fera découvrir comment parvenir à éliminer nos déchets. Et Samuel Gosselin-Bélanger nous fera rencontrer un ex-militaire et son plus long combat. Restez connectés. Passeport 1225, mercredi 19h sur TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, Rachel Proulx, Dr Nathalie Beauchamp, Move Camp et Nathalie Villot-Sauvé de chez Mama Goddess. C'est une émission à ne pas manquer. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du 15e anniversaire du théâtre Arrobas. Puis, je demandais à la metteur en scène, Judith, qui travaille très fort pour ce 15e anniversaire, il y avait combien de pièces depuis la création? On a parlé d'une centaine. Puis, vous avez eu la chance pas de choisir, mais de travailler sur 9 qui seront présentées pour ce 15e. Oui, c'est ça. Et parmi ces 9-là, 4 monologues. Oui. J'en parlais tantôt, là. Moi, je trouve que les monologues, c'est un travail. Absolument. Et pas seulement pour le metteur en scène, mais c'est surtout pour l'acteur. Ouais. Il faut s'investir, il faut maintenir l'intérêt du public, et puis là, il faut s'investir dans le monologue, la dramatique du monologue, l'émotion que véhicule ce monologue, mais en plus de ça, essayer de rester en communication avec le public et en contact et en communion avec le public pendant la durée du monologue. Exactement. C'est très lourd, ça. Alors, en fait, pour avoir aussi travaillé avec les enfants pendant longtemps... vous avez une approche particulière que vous... Très particulière, oui. Alors, je travaille le monologue, mais je le morcelle. Ce qui veut dire que l'interprète du monologue entre et rentre dans certaines parties d'autres pièces. Et évidemment, il s'agit de regrouper la pièce dans laquelle le monologue entre et rentre, avec le monologue dans une thématique particulière. Alors donc, oui. Alors donc, on va regrouper des thématiques. La thématique de la mort, mais aussi la thématique de l'amour, la thématique du couple qui règle ses comptes. Il y a une autre thématique. Il y a une thématique c'est le point de départ, c'est le voyage. D'accord. Alors, ça ne sont pas des monologues
Il y a un monologue, oui, c'est vrai. Mon premier voyage, c'est un monologue, mais service d'étage, qui est une correspondance d'hôtel. D'accord. Et là, j'ai mis ça en scène. Ah, mais c'est génial, les acteurs sont absolument Puis comme vous m'avez fabuleux, mentionné, c'est juste fabuleux. des extraits que vous prenez et puis... Mais ça, ce n'est pas un extrait. OK, c'est Ça, vraiment... Le monologue est intégral. OK. La correspondance d'hôtel OK. entre un client très difficile, très british, excusez les british, et puis le personnel de l'hôtel. Alors ça, on l'a mis en scène, mais ça se tricote avec C'est rempli d'humour en plus. Ah là. oui, ah oui, oui. Et puis, mais là, les interprètes, le point de départ est vraiment, ça pète, c'est vraiment, ça pète le feu. Quand j'ai vu Oui. le fait Oui. que vous alliez présenter des monologues, et puis Oui. j'ai vu comme directrice artistique, qui travaille avec vous, Sacha Dominique, je Oui. me suis dit, OK, ça là, ça sent un gros truc, parce que Oui. j'ai eu la chance de la voir, et je me suis dit comme, OK, comment elle Oui. arrive à faire ressortir en nous la peine, la joie, je sais pas, en une seule pièce, là, elle avait sorti plusieurs émotions dans son public. En tant que monologuiste. En tant que monologuiste, exactement. Oui, c'est ça. Alors donc, c'est de garder tout ça. Et moi, je trouve que même si on morcelle le monologue, c'est-à-dire qu'on le fait rentrer à différents points dans une pièce ou avec d'autres éléments, l'élément dramatique et puis l'émotion, je trouve qu'elle est encore davantage maintenue OK. parce que l'interprète a un temps pour la donner. Transmettre, Et en puis, fait, il se retire, et puis il revient avec autant de fougue, et puis de relancer encore l'émotion. Alors, ça peut se faire. Ça doit demander tellement d'énergie, en fait, hein? Oui, beaucoup. Depuis combien de temps vous préparez ça? Je veux dire, Depuis le mois de... je pense que c'est... On avait fait les auditions et tout ça vers juin, juillet. On a commencé vraiment le gros du travail au mois d'août, depuis août, mais à raison de 2 fois par semaine. OK, Bon. donc, ouais, Oui. ils Mais sont là, préparés. En plus, vous m'avez dit tantôt, ils ont Ah, moi- tellement d'engagement et puis... Oui, mais J'ai envie de donner- la préparation, c'est clair que c'est le metteur en scène qui le fait, surtout si j'en fais une adaptation, pour pouvoir vraiment... Mais je dois dire que nous sommes très chanceux d'avoir un groupe d'interprètes qui sont non seulement talentueux, mais extrêmement généreux. Et comme, évidemment, on n'a pas la salle tout le temps, on a eu plusieurs lieux de répétition, il a fallu s'adapter à maintes reprises. Et comme vous savez, adaptation, ça veut dire souvent changement. Et puis, c'est pas toujours facile, mais ils le font avec brio et avec beaucoup de générosité. Et ils sont très consciencieux aussi. Alors, le 15e commence à se célébrer à partir du 21 novembre dans 3 jours. Puis ça va s'étendre jusqu'au dimanche, donc du jeudi au dimanche. Oui. Parce que jeudi 21, c'est bien Oui, ça. et puis il y a un autre 4 jours encore. Donc, l'autre jeudi, je peux vous donner les dates. C'est Parfait. jeudi, vendredi, samedi à 20h, à compter de... mon Dieu. À côté, vous pouvez porter vos lunettes, Ouais, moi ça me dérange pas. non, mais c'est ça. Oui, Moi, du je vois le 21 21 novembre novembre au 1er OK, décembre. c'est en gros en plus de ça. Du 21 novembre au 1er décembre, jeudi, vendredi, samedi à 20h, le dimanche à 14h. Exceptionnellement. Ça, c'est super important, OK, oui. parce qu'on peut passer tout droit. Et puis, on peut réserver au 819-776-5052. Ça, c'est à l'Académie des retraités de l'Outaouais, D'accord, Laro. OK. Ou bien le soir et fin de semaine, 819-319-9139. Est-ce que c'est possible de prendre pour des retardataires des tickets comme des billets juste Des à billets sur place. Oui. Là, il va falloir s'y prendre plus tôt. Ce serait préférable. hein. Oui, ça serait mieux de réserver et puis s'assurer plus. Oui, parce que je pense que ça va être un peu difficile de les vendre sur place. À moins que je me trompe. Probablement qu'en téléphonant à l'association des retraités de l'Outaouais, OK. 776-5052, vous aurez. plus Oui, c'est ça. d'informations. D'accord. Donc là, je vais vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup, Claude. J'espère que tout va bien se passer. Puis peut-être qu'on pourrait vous revoir pour avoir quelques photos, partager des photos avec nous qu'on pourrait montrer. Absolument. aux gens qui nous Justement, regardent à la maison. on a une équipe Pour les médias? Oui, pour les médias, justement, c'est Jean-Pierre Lalonde, Micheline, oui, c'est ça, le mari de Micheline Lalonde, qui est une de nos interprètes savoureuses, qui fait le rôle d'une sœur. Son conjoint, Jean-Pierre
prend les photos et je pense qu'il se fera un plaisir, Claude, de vous en soumettre. D'accord? Mais nous aussi, on sera très heureux de partager ça avec le public. Merci encore et Merci puis bonne à chance toi. une fois de plus. Et vous à la maison, ouf, c'est préférable de prendre des billets à l'avance. Il ne faut pas s'y rendre comme le jour J. C'est pas possible que vous ayez des billets. Donc www.académie-des-retraités.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, nous parlons d'une exposition d'art indigène contemporaine au Musée des Beaux-Arts. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Changé ma vie. Loretta et Patty, Crystal et Dolly, le vieux country a changé ma vie. Mon père me chantait I walk the line. Si je pouvais l'entendre encore, just one more time. Merle et Willie, back home to Twitty. Le vieux country a changé ma vie. Loretta et Patsy. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous parle maintenant d'une exposition d'art indigène contemporaine qui est ouverte depuis quelques jours au Musée des Beaux-Arts à Abadakoni. Est-ce que Bravo. Oh, c'est ok, exactement ça. enfin, je l'ai pratiqué comme longtemps. Puis ça a ouvert, je pense, la semaine passée, hein? Ça s'ouvrait officiellement jeudi le 7 novembre Ok. dernier. D'ailleurs, la soirée d'ouverture, elle a été un succès incroyable. Nous Wow. avons accueilli près de 3000 personnes. Sérieux? Wow. Ah, c'était tout un spectacle et les artistes, nous avions plus d'une cinquantaine d'artistes d'un peu partout dans le monde C'est ça, ouais. qui ont pris part à la cérémonie d'ouverture et c'est une exposition vraiment qui est spectaculaire, le mot n'est pas trop fort. Et dès qu'on entre dans le musée, on découvre une œuvre monumentale d'un artiste architecte Sami Ok. du nord de la Norvège, Joar Nango. Ok. Et c'est une bibliothèque Sami qu'il a construite vraiment avec des matériaux recyclés. Et c'est vraiment magnifique. Et on peut c'est sur un étage, c'est une exposition, c'est une installation monumentale et on peut monter les escaliers pour se rendre en haut et admirer la vue dans le grand C'est pas A. juste des peintures ou des affaires qu'on va voir, c'est... Oh, Ah, il y a de oui. tout. Il y a vraiment de tout. Il y a de la sculpture, il y a de l'installation monumentale. En fait, dans les espaces publics du musée, tous les espaces, que ce soit l'entrée principale, la colonnade, le grand hall, le corridor qui mène vers les salles d'art contemporain et la rotonde sont investis d'œuvres qui ont été réalisées in situ, donc au musée, par des artistes qui provenaient du nord de la Norvège, aussi Wow. ici d'Ottawa, de Terre-Neuve et puis de l'Inde et de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est Ça fait combien de pays qui sont regroupés pour cette exposition? 16 pays. Wow.
et plus de 40 nations, tribus, ethnies représentées. C'est vraiment une exposition qui nous fait voyager à travers le monde contemporain et de l'art indigène. Mais je dois vous dire, c'est un art qui sont très sophistiqués. C'est très sophistiqué. Vraiment, c'est le meilleur de l'art contemporain à l'heure actuelle. Là, ça me donne le goût. Il faut aller voir. Ouais. Ça dure 5 mois. Donc, pendant 5 mois, tout au long de cette période-là, il y a des activités chaque semaine qui sont organisées. L'exposition également, je veux inviter les gens à saisir l'occasion de venir les jeudis soirs à compter de 17h. L'entrée est libre. Alors, il n'y en a pas de raison de se priver de ce festin visuel extraordinaire. Et donc, cette semaine, c'est ça, nous avons plusieurs activités pour nos visiteurs. OK, parce que cette exposition, il faut dire que c'est l'exposition internationale sur votre série sur l'art indigène. Oui, c'est la deuxième. Donc, pour ça qu'il y a plein d'activités qui, on va dire, qui argumentent l'exposition. Oui, qui vont mettre en contexte les œuvres, qui vont permettre aux visiteurs d'avoir peut-être une vue d'ensemble aussi de l'exposition, une meilleure compréhension. C'est sûr que c'est une histoire de cœur. C'est une histoire, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances très poussées, voire même aucune connaissance en art visuel. Il s'agit de venir, d'expérimenter, de découvrir, de vivre l'expérience du contact avec des œuvres. Et puis, écoutez, c'est tout à fait... Les journalistes étaient conquis. Les gens qui ont vu l'exposition ont été conquis. Ça vaut le déplacement. D'accord. Ça va commencer par des conférences, les activités qui entourent cette exposition. Il y en a chaque semaine. Ah, chaque semaine? Oui. Durant ces 5 mois-là? Oui. Il y a des événements toutes les semaines depuis la fin de semaine inaugurale, il y a déjà plus d'une semaine. Ce mercredi 20 novembre à 10h30, les 3 commissaires de l'exposition, donc ceux qui ont pensé, qui ont conçu l'exposition pendant de nombreuses années, vont donner une conférence mercredi à 10h30 dans notre auditorium pour expliquer les 3 thématiques qui ressortent de l'exposition. Ils ont réussi, en fait, ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait un fil conducteur entre chacune des œuvres. Et ce sont le thème de la continuité, c'est-à-dire que les artistes, il y a plusieurs artistes donc, qui ont utilisé des traditions ancestrales de leur nation, de leur tribu, et qui les ont utilisées pour créer leurs œuvres avec, évidemment, une touche contemporaine. D'accord. Donc, la continuité, ensuite, l'interdépendance. Donc, tout est relié. La terre, les animaux, les plantes, les êtres humains, tout est lié. Et ça, on le voit à travers plusieurs des œuvres. Et également l'activation, parce que tout au long de l'exposition, il y a certaines œuvres qui vont être activées, donc c'est-à-dire que l'artiste va être sur place pour faire une performance, pour donner vie, si on veut, à l'œuvre, à son œuvre. Donc, mercredi, les 3 commissaires que sont à 10h30, Greg Hill, Christine Lalonde et Rachel Dickinson vont parler de l'exposition, vont parler de ces 3 thématiques. Et donc, oui, c'est un beau rendez-vous à ne pas manquer. Et là, le film, ça m'intrigue. C'est quoi le rapport avec l'exposition? C'est ça. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, c'est que l'exposition, les conservateurs les commissaires ont vraiment voulu que l'exposition soit très riche, non seulement par les œuvres qu'on y présente, mais également par des activités connexes qui viennent enrichir également le propos des commissaires. D'accord. Et le jeudi, là, quand on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, c'est gratuit en plus. C'est gratuit. On se rend au Musée des Beaux-Arts du Canada. C'est pour vraiment vivre une belle expérience. Et ce jeudi 21 novembre, effectivement, on présente un film dans le cadre du circuit des films TIFF. Les gens sont familiers avec TIFF. Ce programme, Donc, c'est dans le cadre de cette programmation-là. Et c'est le tout premier film en langue Haïda
au monde. Ça vient d'où, Aïda? Je connais pas. C'est sur la côte ouest. C'est une Première Nation de la côte ouest du Canada, donc Vancouver, Colombie-Britannique. Et donc, c'est un film qu'on dit être vraiment un film phare pour dans le cinéma. Oui. Alors, le titre, c'est Sigahawahe Kuhuna Edge of the Knife, l'arête du couteau. Oui. Et donc, c'est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui vit une tragédie au 19e siècle dans cette région-là, sur une île reculée où il y a une réserve de chasse, et puis qui se réfugie en forêt. Alors, c'est une histoire là, ce film va être suivi par la suite d'une discussion dans l'auditorium. Ça va se faire en anglais, mais sachant que beaucoup de gens dans la région comprennent l'anglais également, c'est une belle occasion de s'y rendre. D'accord. On va essayer, on va prendre une petite pause. Oui. Le temps de souffler un tout petit peu parce que je sais qu'il y a plusieurs activités qui s'en viennent. Et puis, le monde va rester avec moi parce qu'il y a plein d'activités encore dont on va parler concernant cette exposition. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Revenant de la jolie Rochelle est là, m'en revenant de la jolie Rochelle, m'en revenant de la jolie Rochelle est là, m'en revenant de la jolie Rochelle. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon sumacelle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, et il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon sumacelle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a tout joli petit joli. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des activités entourant l'exposition, on va dire l'exposition internationale sur l'art indigène contemporain au Musée des Beaux-Arts. En fait, j'arrive pas à dire Abadakone. C'est bien ça? C'est parfait, c'est exactement ça. Oh mon Dieu, avec la pratique, ça s'en vient. Donc, la prochaine conférence qui va parler de cette exposition s'en vient pour mercredi, la première des conférences. C'est ça. Ensuite de ça, tu nous as parlé du film, je vais le dire en français, là, L'arête du couteau. Oui. Qui raconte une très belle histoire qui sera proposée ce jeudi, je pense. Jeudi soir. OK. Donc, on invite les gens à arriver tôt, en profiter pour aller voir l'exposition à compter de 17h gratuitement avant le film et puis la discussion qui va suivre. Ensuite de ça, il y a des visites guidées. On va commencer d'abord avec les visites éclairs. C'est quoi ça comme visite? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui, alors ce sont des courtes rencontres de 10 minutes qui, devant une œuvre choisie par nos interprètes animateurs, et les gens peuvent poser des questions et puis on parle brièvement de ce que représente l'œuvre, de l'artiste qui l'a réalisée. Je comprends mieux. Donc ça, c'est le samedi. Les samedis après-midi. Mais les jeudis soirs, on propose également toutes sortes d'activités, donc en plus du film ce jeudi, mais on peut visiter Abadakone gratuitement en compagnie d'un interprète animateur. Donc, une visite commentée, c'est vraiment, ça donne encore une fois du contexte aux Surtout pour œuvres. ceux qui n'ont pas été à l'inauguration, par exemple. Là. Oui, entre autres. Et puis, il faut dire aussi quand même que
qu'il y a beaucoup de contexte pour chacune des œuvres grâce à des cartels. Donc, ce sont des textes qui expliquent ce que représente l'œuvre. Mais pour les gens qui aiment bénéficier également de l'éclairage d'une personne avisée, elles peuvent participer donc à compter de 18 heures à des visites commentées. Ça débute dans les espaces publics. À 18 heures, c'est à tous les jours, c'est juste les jeudis? C'est le jeudi soir. Le jeudi soir à 18 heures. Et puis, les visites éclairs, ça se passe dans nos salles d'art canadiens et autochtones, mais également dans nos salles d'art européens. Alors, ça vaut vraiment la peine. Puis, pour ceux qui se demandent, mais les enfants, qu'est-ce qu'il y a pour les enfants? Ça, il faut qu'on en parle. Parce que j'ai vu ça et c'est vraiment incroyable. Dimanche prochain. Tous les dimanches, nous avons des activités, mais pour toute la famille. Mais dimanche qui vient, le 24 novembre, 2 activités. La première, Artissimo, dans le jardin intérieur, la cour Fred et Elisabeth Fountain. Les enfants et leurs parents, ou leurs oncles, leurs tantes, enfin la famille, vont pouvoir confectionner des cerfs-volants, des chauves-souris, des oiseaux, y avoir beaucoup de plaisir à le faire et rapporter des affaires à la maison. Oui, ces belles réalisations à la maison. Donc, du coup, ils deviennent des artistes, là. Absolument. Parce que j'en ai vu des œuvres, là, je suis comme, oh ouais. Et écoutez, il y a beaucoup de talent chez les jeunes. Et donc, ça, c'est de 10h à 16h. Et puis, nous avons également le studio Artissimo, qui est situé juste à côté de l'auditorium. Donc, et là, ça va être une activité de peinture monochrome. Où tout est fourni. Tout est fourni et donc on n'a pas de souci à se faire. Et l'activité de dimanche prochain, ce sera de réaliser une œuvre avec une seule couleur. Donc c'est un beau défi. Et là encore, on peut rapporter son œuvre d'art, son chef-d'œuvre à la maison pour décorer la maison. Donc, belle activité pour les plus jeunes aussi parce que vous pensez à tout le monde, en fait. Toujours, toujours. Tout le monde est le bienvenu. Et puis, on commence très tôt à s'initier, puis à entrer en contact avec l'art. Puis c'est tellement bon pour la santé mentale, pour la créativité, l'inspiration. Il y a toujours des bonnes raisons de venir au musée. Alors que ça, c'est maintenant tout ce qui a rapport avec Abadakone et les activités que vous avez gratuitement, pour la plupart d'entre elles. On va visiter le site web pour avoir plus d'informations. Tout à fait. Mais là, vous rentrez en plein dans Noël, là, parce qu'il y a une belle chose qui s'en vient. Oui, ça arrive très, très vite. Très tôt, oui. C'est notre tradition annuelle. Nous avons un majestueux sapin baumier qui va arriver au musée lors de la première semaine de décembre. C'est un arbre naturel qui pousse dans les cantons de Sherbrooke. Et donc, c'est un arbre immense qui va être illuminé le jeudi 5 décembre prochain. On en parle déjà parce que c'est une activité qui est très, très, très populaire. Et puis, ça se remplit vite. Les gens arrivent et malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde parce que pour des raisons de sécurité, les espaces, le nombre de personnes qu'on peut accueillir est limité. Mais si on arrive à l'avance, donc on peut participer à toutes sortes d'activités de bricolage. Et puis tout ça, ça va se passer dans le hall, je pense. Dans le grand hall Banque Scotia, mais aussi sur la plaza, à l'extérieur du musée, il va y avoir le mini-train Via Rail. Dans lequel les enfants peuvent monter. Puis le chocolat chaud. On va avoir du chocolat chaud, on va avoir des friandises et les gens peuvent se photographier en face, juste à côté du sapin pour des photos souvenirs, les partager sur leurs réseaux sociaux. Et l'illumination elle-même va se dérouler à 18h30. OK, donc il faut arriver un peu plus tôt parce que tu as parlé de place. Donc tu penses est-ce que 4h30 ou 5h maximum? J'encourage les gens à arriver dès 5h. C'est gratuit à compter de 5h. Et puis, comme je l'ai mentionné, il y a plusieurs activités. On peut aussi en profiter, évidemment, pour aller voir les expositions à l'affiche, voir les collections, également les œuvres qui sont dans la collection nationale. Donc, pour vivre... Beaucoup de choses à faire. Oui, vivre un beau moment magique au musée le 5 décembre à l'occasion de la période des fêtes. Merci beaucoup, Josée. Et puis moi, comme elle a mentionné, je vais vous inviter à visiter le www.beauxarts.ca. C'est le site web pour avoir plus d'informations sur ce dont on a parlé et pourquoi pas planifier votre visite gratuite au musée. Après la pause, on va parler de santé mentale en milieu de travail. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de santé mentale en milieu de travail et avec moi, j'ai Tania Versailles qui est de l'Association canadienne pour la santé mentale, volée Ottawa, effectivement. Puis quand on en parlait un peu avant l'émission, tu as fait sortir des chiffres qui sont troublants. Qui sont très troubles, oui. En fait, si les employeurs vont s'informer, ils vont réaliser qu'ils ont tout avantage à prendre soin ou à favoriser un climat de travail qui améliore la santé mentale de leurs employés. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'à chaque semaine, il y a 1 demi-million de Canadiens qui s'absentent du travail dû à un problème de santé mentale ou à un trouble de santé mentale. C'est énorme. Donc, c'est énorme. Et ça a un impact économique aussi au Canada. À chaque année, on sait qu'il y a des milliards de dollars qui sont perdus, justement à cause d'une baisse de productivité, puis tout ce que ça enchaîne. Donc, oui, c'est très énorme. Il y a aussi un prix sur le plan individuel que les personnes écopent lorsqu'ils ont un trouble. Bien, ça menace leur capacité à maintenir leur emploi. Et là, bien, s'ils ne sont pas capables de le maintenir... Vie sociale affectée directement. Vie sociale est affectée, leur statut financier, leur logement, etc. Donc, c'est comme un cercle vicieux, comme tout est connecté, en fait. Exactement. Puis ça, c'est né du fait qu'encore, aujourd'hui, il y a de la stigmatisation. Les gens ont peur de dévoiler leurs problématiques. Ils ont peur de dévoiler qu'ils ont besoin d'aide, même si c'est pour une période temporaire. Et là, le problème s'amplifie en arrière-plan, en silence. Et là, des fois, il devient trop tard pour apporter des solutions pratiques qui sont faciles et simples. Et puis, j'aime bien comment tu l'as dit, à cause de la stigmatisation, on n'arrive pas à s'exprimer. Combien de personnes dans la vie qu'on rencontre et à qui on demande comment tu vas? Bien, la réponse, c'est je vais bien. Oui. Puis, on n'arrive pas à dire non, je vais pas bien aujourd'hui, je me sens mal. Non, non, non. En effet, on a peur d'être traité différemment, on a peur de subir les conséquences négatives. On a juste peur du stigma qui est associé. Donc, oui, en effet, mais il faut arriver à essayer de reconnaître les signes de difficulté. Ça, c'est le rôle de l'employeur? Bien, c'est le rôle de tout le monde, en fait. Okay, c'est le rôle de tout le monde. Mais aujourd'hui, on parle de santé mentale au travail. D'accord. L'employeur a avantage à s'informer, à se faire former aussi, pour pouvoir détecter s'il y a des problématiques, afin d'adopter une approche proactive pour offrir le soutien que les employés ont besoin. OK, donc ça va commencer déjà pour l'employeur à s'informer. Oui. Et parce qu'il y a plein de ressources comme gratuites là pour... Ouais. Il y a des ressources gratuites, oui. Puis il y a aussi, mais avant même d'aller là, il faut faire une prise de conscience sur l'environnement de travail. Il faut voir, est-ce qu'on a un climat qui favorise la santé mentale? Est-ce qu'on a un climat qui laisse place à l'intimidation, l'harcèlement ou juste des comportements entre employés qui sont problématiques, puis qui sont laissés sans être résolus? Hein? Ça peut contaminer, ça peut amplifier. C'est très néfaste. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut examiner, c'est la santé physique des gens. Dans le sens où on sait qu'une bonne santé physique est favorable pour une santé mentale, bien, l'inverse est aussi vrai. Donc, lorsqu'une santé physique décline, bien, éventuellement, surtout si c'est pas résolu, c'est pas pris en charge, ça va avoir un impact sur la santé mentale. Donc, la santé mentale, la santé physique, le climat environnemental dans lequel la personne vit, travaille, a un impact. C'est tout interrelié. Je pense que le climat de la culture organisationnelle, si on peut l'appeler comme ça, elle prime beaucoup. Oui, je pense que l'information, le fait que l'employeur soit informé et tout, mais ensuite de ça, le climat, il prime beaucoup parce que, comme vous avez mentionné tantôt, comme tu l'as mentionné, là, il faut arriver à gérer les conflits, par exemple, à ne léser personne. Absolument. Parce que puis il y a plein de programmes qui sont
surtout de nos jours, dans les dernières années. Tu sais, il y a 10, 15 ans, même 20 ans, on ne parlait pas de la santé mentale au travail. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources qui sont gratuites, qui sont accessibles et qui sont parfois façonnées spécifiquement pour les employeurs, les administrateurs, pour qu'ils puissent être proactifs à établir des programmes de soutien à la santé mentale pour leurs employés. Alors pour toi, qui travaille dans ce domaine-là, quels sont les bons points qu'un employeur pourrait avoir pour maintenir ou pour cultiver? Bien, premièrement, il faut essayer de normaliser la conversation. En milieu de travail. Donc, briser le silence. Là, je ne dis pas qu'il faut partir puis aller investiguer sur la santé, vie, le détail de la personne. Sauf ça reste privé. Ça reste privé, exactement. Mais la responsabilité de l'employeur est vraiment de favoriser un climat qui est positif, optimal. Et ça se fait en laissant place à des conversations honnêtes, dans la confidentialité, pour savoir est-ce que tu as besoin d'appui additionnel dans ton travail pour exercer les fonctions de ton travail? Qu'est-ce que tu aurais besoin? Et l'employé, lui ou elle, son rôle, c'est de divulguer, de demander. Est-ce que c'est 150-50 Exactement. Pour mieux travailler? C'est pas un sens unique, c'est vraiment dans les deux sens. Puis l'employeur, je pense que j'ai vu ça dans les notes que tu m'avais envoyées pour préparer l'entrevue. C'est pas bon, ou c'est pas faisable de demander à un employé des antécédents, des affaires de même. Non. Ni en entrevue. Avant de juger. Exactement. Ni en entrevue, ni pendant le cours de l'emploi. Puis, en fait, selon la loi en Ontario, si la personne dévoile qu'elle a un problème de santé mentale ou un trouble de santé mentale, ça ne devrait en aucun cas mettre en péril son emploi. Donc, il faut juste que l'employeur se rappelle que sa responsabilité. L'employeur a décidé d'embaucher la personne parce que la personne avait des qualificatifs, des compétences, oui, pour exercer les fonctions du rôle. Donc, il doit se centrer là-dessus. Donc, il doit se centrer sur quelles sont les conditions, quels sont les facteurs que je dois soit ajouter ou retirer de la situation pour la personne pour qu'elle puisse mieux faire son travail. L'envers de la médaille est que l'employé doit aussi demander. C'est ça. Je pense que, on veut tellement être performant, montrer au boss ou whatever qu'on est capable, en fait. Fait qu'on en prend, et arrivé à un moment, c'est comme... Non, exactement. Puis des fois, ce qui va être requis, c'est une note de médecin ou bien une note d'un professionnel de la santé qui pourra indiquer quel type de facteur ou quel type de conditions que la personne a besoin de façon temporaire ou permanente, selon la situation, pour qu'elle puisse redevenir plus productive ou pas plus productive, mais retourner à sa normale, à sa productivité normale, à un rendement qui est satisfaisant des deux côtés. Donc, des deux côtés, il faudrait que chacun mette la main à la pâte pour pouvoir avoir un bon environnement de travail. Et j'aime beaucoup aussi le fait que tu mentionnes tu l'as mentionné avant qu'on passe en ondes, mais le fait que les personnes aussi aient besoin, je parle des employés, aient besoin de reconnaissance. Oui. Parce que ça, là... Les gens ont des forces, ou sinon, on ne les aurait pas embauchés. Right? Donc, ils ont des forces, il faut les souligner. Puis, il faut aussi établir un climat où c'est correct d'avoir des petits bas, même au travail. C'est pas parce qu'on commence à 9h ou à 11h ou à 3h de l'après-midi que ta santé mentale, tu l'as laissée à la porte. Ça te suit, comme la santé physique. Right? Donc, oui, il faut mettre l'emphase sur ce que les employés font de bien. Il faut le souligner. Il faut célébrer les succès aussi. Puis, il faut aussi être assez transparent pour indiquer, OK, bien, on est en train de vivre une mauvaise passe présentement. C'est un petit peu difficile. Il y a un petit peu plus de stress. Peut-être qu'il y a un déménagement, quoi que ce soit, ou des changements au sein du département. Puis, OK, on se coince les coudes, puis on cherche des solutions ensemble pour mieux s'investir dans le travail. Puis, ce que les études récentes ont démontré, c'est que lorsqu'un employeur est proactif dans ce sens-là, bien, l'engagement des employés remonte et la productivité remonte. Revient aussi. Donc, tout le monde est gagnant-gagnant. Beaucoup de compréhension, beaucoup de sincérité. Oui, de respect, de transparence. Puis aussi, lorsque les choses ne vont pas bien, ne pas les laisser contaminer l'environnement du travail. C'est très bien. Merci beaucoup. On a eu plein d'informations. Je te garde avec moi parce qu'après la pause, oui, on a parlé de santé mentale en milieu de travail, mais là, on va parler de la sensibilisation contre les dépendances. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci.
en a un ou 24 ans. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. Yeah! C'est vrai? Creepy, 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 dépanneur. Killing, killing. Creepy, 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 dépanneur. Puis-je vous aider? Cuir usagé de biker. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de la semaine de la sensibilisation contre les dépendances qui s'en vient le 25. Exactement, la semaine prochaine. Puis là, on va parler vraiment des dépendances. Oui. Donc, ça tombe bien parce que 25 novembre, 25 décembre, il y a beaucoup de célébrations. Puis souvent, ben, on prend un petit verre de plus ou de trop et d'autres substances aussi. Donc, oui, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances célèbre cette semaine-là, au niveau national la semaine prochaine. Et aussi, ils font la publicité d'une conférence qui aura lieu ici à Ottawa, que j'ai su dans les derniers 2 jours, qui s'intitule « Données et perspectives », au pluriel, « Compassion et action ». Donc, ça va se tenir à l'Hôtel Westin à Ottawa, du 25 au 27 novembre. Puis, malheureusement, les inscriptions sont complètes. C'était un gros événement, mais probablement qu'il va y avoir des extraits de ça sur les médias sociaux. Sur les médias sociaux, parfait. Et puis, quand on parle de substances, là, ça englobe un peu tout, hein? Substances... Oui, ça englobe les substances licites ou illicites, comme l'alcool, maintenant le cannabis est illicite, méthamphétamine, ça englobe tout, vraiment. Quelques chiffres que j'aimerais partager avec toi, c'est qu'un Canadien sur 10 souffre de problèmes de consommation. Il y a 8 Canadiens sur 10 qui ont un trouble lié à l'usage de substances qui disent avoir rencontré des obstacles à leur établissement. Puis c'est souvent associé à la stigmatisation, malheureusement. Puis encore, on dit qu'il y a près de 1 Canadien sur 2 qui, en période de rétablissement, ont quand même continué à faire face à des situations stigmatisantes. Et on parle de stigmatisation, tu l'as mentionné 2 fois, parce que je pense que c'est le thème même de cette semaine de sensibilisation. Je mets fin à la stigmatisation. Oui, exactement. Puis même, si je ne me trompe pas, c'est la thématique de l'année pour le Centre canadien. Je mets fin à la stigmatisation. Donc, sur le réseau Twitter, on indique hashtag je mets fin à la stigmatisation. On pourra prendre part aux conversations de manière virtuelle. Tu m'as envoyé des notes que je ne comprenais pas trop, puis c'est bien que tu sois là pour me l'expliquer. Tu as dit que la définition de substances et tout, la consommation englobait divers comportements, usages occasionnels, réguliers, problèmes comportementaux et dépendants chez certains. Oui, exactement. Donc, si la consommation de substances persiste au point où le corps devient habitué à un certain niveau un certain niveau d'exposition à ces substances-là, il pourrait avoir une dépendance physique qui devienne la norme pour la personne. Donc là, on va parler d'un problème médical qui s'installe. C'est ça le lien que j'ai pas compris avec le problème médical. Oui. Alors, c'est que souvent, on entend des gens dire, c'est parce que la personne ne veut pas qu'ils continuent à avoir des problèmes avec des substances. C'est une question de volonté. Mais à un certain seuil, lorsqu'on le dépasse, c'est le corps qui demande. C'est le corps qui va réagir de façon très, très inconfortable pour la personne, qui fait qu'elle va aller chercher à consommer pour atteindre le seuil où le corps devient plus calme et plus zen. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et à cause de ça, on a besoin d'intervention médicale pour renverser la vapeur.
accompagné de d'autres interventions en termes d'adaptation, puis pour favoriser un style de vie qui va laisser place à un rétablissement puis à la sobriété. Mais c'est fou qu'est-ce que tu dis, parce que c'est tellement vrai que de voir des personnes qui sont accro à des substances, peu importe lesquelles, c'est vrai. On est beaucoup à le faire. Comme on se dit, tu fais exprès, en fait. Parce que tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu retournes toujours à faire ça. Oui. Puis, il faut faire attention quand on utilise les mots. Puis ça, c'est un point que je voulais soulever aussi, parce qu'ils le disent sur le Centre canadien. Il y a un guide dont j'oublie le titre présentement. Il y a un guide d'introduction qui s'intitule « Se servir des mots pour surmonter la stigmatisation ». Là, dans ce guide, on montre des termes, des étiquettes qu'on utilise dans la conversation de tous les jours, mais qu'on réalise pas que ça blesse la personne. Oui. Même si elle est dépendante à quoi que ce soit. Là. Exactement. Puis, parce que l'impact les marginalise, ça les humilie ou ils se sentent dégradés par la suite, bien, ils sont moins enclins à aller chercher de l'aide parce qu'ils ont peur de se faire gifler de façon invisible à cause des mots que les gens utilisent. Des fois, c'est de façon très innocente, mais des fois, par contre, c'est par exprès. Donc, dans la thématique de l'année au Centre canadien, ce qu'il dit, c'est que faut faire attention quand on choisit les mots qu'on utilise. Mais, excuse-moi, là, ça me vient du coup, petite parenthèse, mais tu as dit que c'est frustrant, c'est blessant, mais d'autre part, il y a des personnes qui pensent qu'en brusquant la personne, ça pourrait la faire changer, en fait. Puis ça dépend de la manière qu'on a été élevé. Pour résoudre un problème. Ça, c'est très vrai. Et des fois, il y a des personnes qui sont plus autoritaires, autocratiques, puis il faut vraiment ébranler la personne et tout ce qui se passe autour d'eux ou d'elle pour... Des fois, ça fonctionne. Mais ce qu'on sait, ce qu'on connaît au fil du temps dans le domaine de la santé mentale, la toxicomanie, ou l'usage de substances, c'est que ça fonctionne moins bien qu'on pense. Okay. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur la personne. Comme un exemple, de dire, serais-tu capable, toi, de résoudre un cas de surdose, au lieu de dire, est-ce que tu sais comment faire pour aider une personne qui vit une surdose? Okay. Tu vois la différence, la nuance? Il y en a un, c'est très méchant, puis c'est axé sur... très direct sur l'action, sur le phénomène qui se passe, au lieu de porter action ou l'emphase sur la personne qui a besoin d'aide. OK. Donc, c'est vraiment... Il faut changer carrément l'approche qu'on a avec ce genre de personnes. Oui, la perspective. Avec les mots. Oui. OK, d'accord. Donc là, tu nous envoies maintenant, si j'essaie de bien comprendre, là, tu nous envoies parler directement à la personne sans penser que cette personne a une dépendance, en fait. Parce que c'est la seule manière, je pense, pour une autre personne qui veut aider, de ne pas parler méchamment à quelqu'un qui est dépendant. Mais à quoi que ça sert de parler méchamment? C'est vrai, en plus. Est-ce que ça va vraiment aider ou est-ce que ça va faire la personne sombrer de plus en plus profondément dans sa honte, dans le fait qu'elle se sent anormale ou qu'elle se sent « oh, je suis un criminel » ou « oh, je suis une mauvaise personne Lorsqu'une personne subit ce genre de conversation-là ou de réaction-là des gens, bien, ça la rend pas ouverte au changement. Ça la rend plus difficile. Un retranchement en même temps. Oui, ça demande un effort extraordinaire pour vraiment passer à travers, tolérer cette situation inconfortable pour passer aux solutions plus rapidement. Wow. Donc, le centre dont tu as parlé tantôt, est-ce qu'il y a toutes ces informations-là? C'est un centre où il y a des outils? Oui, il y a toutes sortes d'outils. Comme tu as pris des exemples de paroles, est-ce que c'est là qu'on peut le trouver? Oui, exactement. Donc, des exemples de paroles, comme je disais, quand on parle de junkie ou accro ou ex-accro, bien, ils indiquent que le message qui est véhiculé derrière ça, c'est de ma faute, je suis un criminel ou c'est sans espoir. Puis ce qui serait préférable, c'est d'utiliser des mots comme un trouble lié aux substances ou des personnes qui sont en rétablissement de leur trouble de consommation, des choses du genre. Aussi, il va nous rester une minute. OK. Aussi, ce qu'il suggère, c'est des moyens pour combattre les stéréotypes, surtout dans le langage, comme de dire tu vois beaucoup depuis quelque temps, pourquoi tu n'arrêtes pas? Tu sais très bien que ça m'inquiète. De préférence, on pourrait dire quelque chose comme « Je vois que tu bois plus qu'à l'habitude. Est-ce que tu l'as remarqué? » Puis, de continuer par dire « Bien, si oui, comment est-ce que je peux t'aider? »
Et merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et puis, comme j'ai mentionné tantôt, au www.ccsa.ca, c'est un site web où vous allez avoir toutes les formules pour pouvoir aider les personnes qui sont dépendantes à une substance ou à une autre, et surtout pour éviter la stigmatisation. Ça, c'est très important. Je vous garde avec moi après la pause. Je vais vous donner des informations très importantes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Amateurs de hockey, ne manquez pas le premier match de la Coupe Alexandra, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 6 décembre, 19h30, sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit avant la pause, j'ai des informations importantes à vous partager. En fait, on a 2 émissions spéciales et la première, elle va se passer le 25 novembre prochain, donc dans une semaine. Nous allons vous présenter une émission spéciale en direct des locaux du journal Le Droit et consacrée entièrement à cette publication chère aux Franco-Ontariens. Vous allez découvrir l'histoire de ce quotidien qui est plus que centenaire, ainsi que les artisans passionnés qui y travaillent. Nous allons discuter avec les différentes personnes que nous allons interviewer de l'avenir de ce journal et des défis inhérents à une concentration numérique de l'information. C'est une émission spéciale à ne pas manquer et ça se passe dans une semaine, le lundi 25 novembre prochain. Ensuite de ça, dans la même semaine, donc le vendredi 29 novembre prochain, nous allons souligner le premier anniversaire de la manifestation Résistance franco-ontarienne. Et pour l'occasion, nous avons invité en studio Amanda Simard, Carole Julien, Soukaina Boutiev, Pierre Jury et plusieurs autres intervenants qui se joindront à nous pour discuter des avancées des enjeux franco-ontariens. C'est un rendez-vous exceptionnel aussi à ne pas manquer. Donc pour la semaine prochaine, 2 émissions spéciales, 2 dates à retenir, le 25 novembre prochain, donc le lundi, et le vendredi 29 novembre prochain. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. On va parler de littérature et bien d'autres choses encore. On va se voir demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. La raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois.
TV Rogers.